8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. L'actualité de la semaine marquée par la visite historique de Sa Majesté le Roi à l'État des Émirats Arabes Unis. Une visite marquée par la signature de 12 accords et mémorandums d'entente entre les deux pays. L'analyse de la visite royale dans ce journal. Journée mondiale des droits de l'homme, un important chemin a été parcouru par le Maroc dans ce domaine. Des réformes structurelles et un processus progressif salué à maintes reprises par les commissions des Nations Unies en ont fait le point. Le monde marin s'invite au cœur de la COP28, protéger le littoral ouest de l'Afrique, un front exposé aux effets du dérèglement climatique. Les négociateurs du sommet sur le climat exposent le cas du littoral de Dakhla Oued Dahab, où des initiatives de valorisation majeures sont en cours. Bonsoir. La semaine que nous quittons a été marquée par la visite historique de Sa Majesté le Roi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le rappel de cet événement porteur d'un partenariat multidimensionnel, novateur, renouvelé, enraciné avec Souad Al-Achab. Lundi, Abu Dhabi a vécu un événement exceptionnel d'un faste inégalé. Ce jour-là, le pays accueille en grande pompe un invité de marque, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en visite officielle dans ce pays frère et ami. À l'accueil du souverain, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. L'accueil réservé au souverain témoigne de la profondeur et la solidité des relations bilatérales à tous les niveaux. En signe de bienvenue au souverain, des troupes folkloriques émiratis exécutant des chants et des danses. L'équipe nationale de voltige Al-Forsan s'envolant au-dessus du palais présidentiel, traçant dans le ciel des rubans de fumée aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain et une salve de 21 coups de canon. Un escadron de cavaliers escorte le cortège royal, une tradition réservée à l'accueil des hôtes de marque des Émirats Arabes Unis. À son arrivée au portail Al-Hisn, Sa Majesté le Roi a été accueilli par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Salut des couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays et passage en revue d'un détachement des forces terrestres, navales et aériennes émiraties qui rendait les honneurs. Sa Majesté le Roi a été salué par des hautes personnalités émiraties. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a de son côté été salué par les membres de la délégation accompagnant le souverain. Sa Majesté le Roi et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ont signé la déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, laquelle vise à rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges par le biais de partenariats économiques agissant au service des intérêts suprêmes mutuels et de générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères. Cérémonie d'échange de 12 mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis portant sur l'établissement de partenariats d'investissement dans les projets de TGV dans le Royaume, dans le secteur de l'eau, dans le domaine du développement. Un mémorandum d'entente conclu entre Abu Dhabi National Oil Company et le groupe OCP. Partenariat d'investissement dans des projets dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture et de la pêche maritime et des secteurs des ports et des aéroports. Un partenariat d'investissement relatif au projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Coopération commune dans le secteur des marchés financiers et de capitaux, secteur du tourisme et de l'immobilier, des projets de data center. Ces mémorandums signés par les responsables marocains et leurs homologues émiratis sont de nature à donner une forte impulsion aux relations de coopération maroco-émiraties et témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales et la volonté des deux chefs d'État de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui lie les deux pays frères.
Place à notre décryptage hebdomadaire de l'actualité de la semaine avec Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons suivi l'accueil grandiose et chaleureux réservé lundi dernier aux souverains à la faveur de la visite royale aux Émirats Arabes Unis. 12 accords et mémorandums d'entente ont été actés. La coopération maroco-émiratie est passée à la vitesse supérieure, n'est-ce pas, professeur? Oui, vous avez raison. C'est un accueil grandiose, royal, fastueux. Vous avez vu les images, donc c'est extrêmement important de voir ces choses-là. Ça, c'est du concret, c'est du visible. Ça tient aux relations particulières, étroites entre les deux souverains et entre les deux peuples. Je vous rappelle qu'il y avait déjà des relations particulièrement étroites entre les deux pères des deux souverains, en l'occurrence Feu Sa Majesté Hassan II, Ahmed et Cheikh Zayed, qui était un grand ami du Maroc avec lequel le défunt souverain avait des relations privilégiées. Ça s'est prolongé avec les deux chefs d'État aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que Cheikh Zayed a séjourné au Maroc pendant un an au Collège Royal? Et oui, il a séjourné pendant un an au Collège Royal, mis par son père à l'époque. D'où les liens qui existent entre Cheikh Zayed, le fils de Cheikh Zayed et Prince héritier Smith Sidi, donc qui se connaissent depuis longtemps. Deuxième fait, le chef d'État Cheikh Zayed a participé en novembre 1975 à la Marche verte. Il avait 14 ans. Et nous avons des photos. Donc voilà quelqu'un qui est imprégné par le Maroc, où il y a un attachement, des souvenirs, une mémoire, etc. Alors pour les relations entre les deux pays, elles sont importantes. Vous savez, les Émirats sont le deuxième partenaire commercial du Maroc. Il y a un stock d'investissement qui est important des Émirats, qui se monte à 14 milliards de dollars. Les échanges commerciaux sont importants, autour de 16 milliards de dirhams, 15 milliards pour les Émirats, donc de vente, d'exportation des Émirats vers le Maroc, et 1 milliard et demi de dirhams pour le Maroc. Et puis il y a aussi en 2001, voici une vingtaine d'années, un accord de libre-échange que l'on oublie. Il y a un accord de libre-échange avec les Émirats Arabes Unis, c'est important. Et puis il y a aussi une quarantaine d'entreprises émiratiques qui sont installées au Maroc, qui sont donc dans des secteurs clés. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase de maturation et de promotion des flux d'investissement et de partenariat avec tous les grands chantiers ouverts par le Maroc pour 2024 jusqu'à l'horizon de 2030 et au-delà, notamment du fait des mondiales, du fait d'autres grands projets structurants. Évidemment, les investisseurs émiratis trouvent leur place, ils trouvent des conditions attractives. C'est du business. Il y a une sécurité, il y a une stabilité politique, une sécurité juridique et des opportunités d'investissement. Tout ça ne peut être que du pain béni pour des perspectives prometteuses entre les deux pays. Restons, professeur Sahimi, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, plus précisément, où se poursuit le rendez-vous annuel mondial pour le climat, la COP 28, qui est marquée par la présence distinguée de son Altesse royale, la princesse Al Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse royale représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux de cette grand-messe du climat. L'occasion pour la Fondation de mettre en avant le travail engagé pour la protection des mers et des océans, avec des initiatives concrètes et l'investissement de la jeunesse en faveur de la cause climatique. Participation remarquable donc du Maroc à cette COP 28. Sa Majesté le roi a été représenté par son Altesse royale la princesse Al Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Le souverain a adressé un message aux participants de cette grand-messe du climat, un plaidoyer pour ne plus se contenter des petits pas et oser un engagement réel et effectif en faveur de la planète. Vous avez parlé de plaidoyer, je voudrais ajouter que c'est un plaidoyer interpellatif. Interpellatif à la communauté internationale. Pourquoi? Parce que le Maroc a des titres pour parler du changement climatique.
faut rappeler qu'en 2020, donc en 2016, il y a eu la COP 22 qui venait un an après la COP 21 à Paris, et donc sur ce plan-là, les dossiers sont à jour pour ce qui est du Maroc, en même temps que les pistes stratégiques devant conduire à mise en œuvre d'une politique de changement climatique. Je vous rappelle qu'à la COP 22 à Marrakech, il y a eu, le souverain a présidé un sommet africain, qui a appelé d'ailleurs le sommet de l'action, où les pays africains étaient présents pour qu'il y ait une convergence de leurs approches respectives pour ce qui est de l'environnement et du changement climatique. C'est précisément sur ces bases-là, plus tout ce qui est entrepris par le Maroc en interne, c'est-à-dire la priorité aux énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydrogène vert, le dessalement, etc., que le Maroc a une qualité pour parler, compte tenu de ce qu'il fait en interne au Maroc, mais aussi compte tenu de la prise en compte des problématiques qui se posent au continent. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'interpellation, parce qu'il faut que la communauté internationale prenne des mesures. Le souverain a regretté qu'on en soit encore au petit pas, c'est d'ailleurs dans son message, et qu'il faut une vision globale, c'est-à-dire la mise à plat des dossiers, et puis des engagements fermes et conséquents, des engagements pour que les pays pétroliers prennent des mesures appropriées pour réduire donc les effets du gaz, de ce qu'on appelle donc la combustion avec effet de gaz, c'est important. Et sur ça, les pays pétroliers se sont mobilisés avec un communiqué. Il y a beaucoup de lobbying. Et puis, il faut que les voix de ceux qui ne sont pas producteurs ni utilisateurs d'énergie fossile puissent s'insérer de manière optimale dans une nouvelle stratégie donc de changement climatique. Et c'est pour ça que le Maroc est interpellatif, et on va attendre les résultats dans les 48 heures de cette COP 28 pour voir ce qui va sortir de cette conférence internationale. La ville émirati hôte de cette COP 28 polarise actuellement toutes les attentions sur la table des négociations. La protection du littoral, une rencontre scientifique braque les projecteurs sur les phénomènes naturels qui affectent les océans et les systèmes aquatiques. Le littoral ouest de l'Afrique, dont le littoral marocain et celui de la région de Dakhla Oued Dahab en particulier. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Dubaï, Hamza Sayah, Houda Msahel. Le récit est de Zakaria Mokrimbila. Le littoral ouest de l'Afrique, un front fortement exposé aux conséquences des changements climatiques. De nouveaux phénomènes aux effets néfastes font leur apparition au large des côtes et affectent les écosystèmes aquatiques. Le Maroc ne fait pas exception. C'est le cas du littoral de Dakhla Oued Dahab, le cas exposé lors de cet événement en marge de la COP 28 de Dubaï. Le Maroc est attaché au pacte pour les océans. Aujourd'hui, nous présentons des initiatives nationales majeures, telles que la planification régionale du littoral au niveau de Dakhla Oued Dahab, les contraintes écologiques et les moyens d'y faire face au niveau de notre région, au moyen d'une approche participative en collaboration avec d'autres secteurs. Préserver et valoriser le littoral et partager les expériences et les bonnes pratiques, tel est l'objectif de cette rencontre scientifique. La région de Dakhla Oued Dahab a opté pour une gestion durable des milieux naturels et aquatiques contre la pollution plastique et ses conséquences sur l'écosystème. Les littoraux du sud du royaume sont très affectés par le problème de la pollution plastique et les courants marins comme celui des Canaries. Ces courants font déplacer les déchets jetés dans l'océan au niveau d'autres pays à cause d'agissements non responsables. Nous sommes ici pour sensibiliser à ce problème. Avec 667 km de côte, le littoral de Dakhla Oued Dahab assure des rôles majeurs dans le développement de la région. Une offre touristique diversifiée, un secteur de pêche maritime important aux différentes activités, aquaculture, industrie agroalimentaire et commerce. Sa protection des effets du changement climatique et de la pollution est primordiale pour garantir sa durabilité. La communauté internationale célèbre la journée mondiale des droits de l'homme sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Le Maroc s'est résolument engagé dans des réformes structurelles majeures, ratification de conventions internationales, généralisation de la couverture sanitaire, protection sociale, soutien aux catégories vulnérables ou encore révision du code de la famille. Aïma Damsmir, Nisrina Ostar.
Une constitution garantissant les libertés et les droits et une indéniable consolidation de la pratique conventionnelle. Le Maroc a fait le choix de se frayer son propre chemin en matière des droits de l'homme. Un parcours spécifique en perpétuelle évolution. Il a permis au Maroc de marquer de son empreinte les expériences internationales dans ce domaine. La Constitution de 2011 est celle des droits de l'homme par excellence. Pendant ces dernières années, le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales, dont celles concernant les droits socio-économiques et culturels, les droits civiques et politiques, les droits des enfants, sans oublier le travail remarquable engagé pour la lutte contre les violences faites aux femmes. En matière des droits de l'homme, le Maroc occupe une place de choix sur la scène régionale et même internationale. Les dossiers relatifs aux droits de l'homme sont gérés avec sérieux et responsabilité, un engagement fortement salué à maintes reprises par les différentes commissions des Nations Unies. Les efforts du Royaume en faveur de la promotion des droits de l'homme sont érigés en piliers des politiques publiques. Un paramètre essentiel que le Maroc a toujours pris en considération dans les choix stratégiques, socio-économiques, culturels et environnementaux qui sont les siens. Une action initiée au plus haut niveau de l'État et synthétisée par le triptyque égalité, dignité et justice. Le Maroc a enregistré d'importants acquis en matière d'effectivité et de consolidation des droits de l'homme. C'est un choix démocratique, volontaire et souverain. L'expérience marocaine se caractérise par une grande ouverture. Elle se reflète dans la complémentarité caractérisant l'approche concertative de l'action des acteurs institutionnels, gouvernementaux et civils. Le Maroc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin face aux défis émergents. Sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI et selon une réflexion collégiale et collaborative, plusieurs acteurs de la société se penchent actuellement sur la révision du Code de la famille. Un engagement constant et volontariste à la défense et à la consécration de l'état de droit et du renforcement des droits des femmes et des enfants. Professeur Shahimi, retour sur cet événement organisé à Rabat cette semaine en phase avec le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le symposium international sur les droits de l'homme, une rencontre marquée par un message royal. Des pistes ont été soulevées par le souverain, lesquelles ? Combien de pays au Maghreb, en Afrique ou dans le monde arabe, pour ne retenir que ces espaces-là, ont célébré la Journée internationale des droits de l'homme? Il n'y en a pas. Vous pouvez voir. Maghreb, il n'y en a pas. En Afrique, c'est la même chose, etc., par quelques petites manifestations académiques. C'est au Maroc que se tient ce symposium international, organisé d'ailleurs dans le cadre du CNDH. C'est important. Le souverain a adressé un message à cette manifestation internationale, et c'est un message qui n'est pas simplement un message de soutien conventionnel, si je puis dire, mais c'est un message qui est un texte de référence qu'il faut lire et relire parce que il est problématique. Pourquoi ? D'abord, le souverain dans ce message a relevé que le fait qu'il y avait nécessité de renouveler l'engagement de tous pour ce qui est des idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Et il a fait relever à ce sujet que nous vivons dans un monde troublé, chaotique, agité, et qui a nécessité précisément, parce qu'il y a ces troubles et ces contorsions, nécessité de consolider, de revigorer les idéaux définis par la charte de décembre 1948. Il y a aussi un autre point évoqué par le souverain, c'est la nécessité de faire le bilan de ces 75 ans de pratique des droits de l'homme. Le bilan, il a fait référence à des défaillances, également des anomalies, sans oublier des défis, et il a conclu ce point précis en disant qu'il faut sauvegarder des acquis. Il y a des acquis qui ont été capitalisés depuis 1948 par cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut donc les sauvegarder. Et puis il a évoqué évidemment le Maroc en disant que le Maroc, sur ce plan-là, avait engagé un grand chantier de promotion des droits de l'homme et de leur consolidation, attesté par la nouvelle Constitution 2011, où il y a une vingtaine d'articles qui sont spécifiquement réservés aux droits et libertés, vous le savez.
Il a aussi noté qu'il y avait des droits civils et politiques, mais c'était pas suffisant. Il fallait les prolonger en droits économiques et sociaux, d'où la politique des chantiers sociaux qu'il y a au Maroc. Et un dernier point, là encore interpellatif, problématique, il a invité la communauté internationale à veiller à l'effectivité des droits humains. Et ça, c'est extrêmement important, en relevant que s'il y a universalité des droits humains, avec la nécessité évidemment de tenir compte des spécificités culturelles, pour autant, le primat doit être donné à l'universalité des droits humains. Droits humains. Professeur Sahimi, merci à vous pour tous ces éclairages. Merci à vous. Au 65e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, plusieurs milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien. Une marche qui condamne la détérioration de la situation au niveau de la bande de Gaza. Une foule de nombreuses a défilé au centre de la capitale, y exprimant notamment l'attachement du peuple marocain à la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien, et appelle à un cessez-le-feu immédiat dans ce territoire. À Genève, le Maroc a appelé aujourd'hui à la désescalade urgente et concrète et à garantir la protection des civils et des structures hospitalières à Gaza. Dans la déclaration du Royaume lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a souligné la nécessité de veiller à assurer l'acheminement fluide et en quantité suffisante des aides humanitaires, de matériel et d'équipements médicaux au profit des populations de Gaza. Gaza, où sévit brutalement encore l'offensive israélienne. L'armée continue de mener une vaste opération terrestre. 17 700 civils palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Selon le Hamas, l'aviation israélienne a également mené des raids très violents près de Khan Younes et sur la route vers Rafah, frontalière de l'Égypte. Au sol, des combats se déroulent à Khan Younes, Jabalia et Razaville. Sports équestres, finale de la Coupe du Trône de saut d'obstacles. La cérémonie de remise des trophées de la 9e édition de la Coupe du Trône a été aux cavaliers qui ont brillé dans les différentes compétitions de saut d'obstacles en 2023. Les cavaliers Abou Bakr Khazaz, Noël Mir, Saïd Yahya, Ghali Lazraq, Mia Hassouni et Ibrahim Bensi ont été récompensés lors de cette cérémonie. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.